Vous êtes directrice régionale handicap international pour les programmes au Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus inquiétant sur place en Syrie? Est-ce que c'est l'insécurité alimentaire dont on vient de parler? Est-ce que ce sont les conditions d'accueil dans les camps? Est-ce que ce sont les blessures physiques et psychologiques? Ou est-ce tout simplement impossible de hiérarchiser ces problèmes? C'est effectivement extrêmement difficile de hiérarchiser. On peut constater en tant qu'acteur humanitaire, on dit souvent que la Syrie, c'est une plaie ouverte depuis 10 ans. En tant qu'acteur humanitaire, on constate d'abord qu'on n'a jamais arrêté, depuis ces 10 dernières années, d'être dans l'urgence, en continu, toujours un besoin systématique de recevoir les populations, de les soigner, de les accueillir sur les besoins les plus fondamentaux. On constate aussi aujourd'hui, avec, comme vous le disiez, énormément de déplacés. Donc, en interne, plus de 6 millions de déplacés. En externe, plus de 6 millions aussi de réfugiés dans les pays limitrophes. Et des personnes qui ont une extrême difficulté à se projeter parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité du retour. Et effectivement, la dernière étape, alors le Covid est évidemment venu rajouter Bien sur sûr. tout ça, mais on sait aussi que la reconstruction, la possibilité de revivre un jour dans une situation relativement normale va prendre des dizaines d'années compte tenu du niveau de destruction, Des infrastructures et de pollution avec les explosifs. Alors justement, Handicap International est aux côtés des populations syriennes, vous le dites depuis le début, depuis janvier 2012, sur place, avec une réponse d'urgence donc dans tous ces domaines d'expertise. Et puis très vite, votre plaidoyer, le plaidoyer d'Handicap International contre l'utilisation d'armes explosives, des armes qui, lorsqu'elles ne tuent pas, brisent des vies. Tout à fait. On est effectivement présent avec les populations syriennes depuis 2012. En l'espace de 10 ans, on a couvert plus de 1,8 million de personnes en termes de besoins et de réponses. Et le constat qu'on fait avec d'autres acteurs humanitaires, c'est qu'aujourd'hui, un des points fondamentaux dans lequel il faut obtenir un recadrage et de reposer les limites qui ont été largement franchies, c'est tous les éléments relatifs au bombardement massif en zone intensément peuplée. On a assisté à des destructions majeures. Si vous prenez l'exemple... Mais c'est là une spécificité à la Syrie propre, ces bombardements en zone peuplée par rapport à d'autres pays dans lesquels vous agissez également? Je pense que c'est surtout la Syrie a fait la preuve du fait de ces bombardements massif de toutes les lignes rouges qui ont été dépassées et franchies par tous les acteurs à un moment ou à un autre sur ce pays, fait la preuve que ces bombardements qui ont existé ailleurs aussi ces dernières années, mais qui là ont atteint une intensité jamais vue, ces bombardements prouvent que la notion de dire on peut cibler des points militaires ou des acteurs militaires ou des acteurs combattants au sein de villes densément peuplées, ça n'est pas possible avec des armes. Comment ça se fait qu'on en est encore là? Ça fait des années maintenant qu'Handicap International mène ce combat. Aujourd'hui, il y a un processus diplomatique qui a repris. Alors c'est vrai qu'il y a eu le Covid, ça a été arrêté pendant un an, mais là ça a repris du 3 au 5 mars. Ça a donné quoi? Et où en est cette fameuse déclaration de politique internationale que vous... Alors effectivement, Handicap International, on est comment dire, malheureusement habitué à ce travail-là. On avait travaillé sur le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles. On avait travaillé aussi sur le traité contre les bombes à sous-munitions. Sur ce cas-là, il y a effectivement une démarche qui a été aussi dans la même logique que le traité d'Ottawa, initiée en 2019 avec un certain nombre d'acteurs de la société civile. Elle a trouvé une pause en 2020 du fait de la situation Covid. Actuellement, elle a été relancée ces dernières semaines avec l'objectif d'obtenir un traité à l'été 2021 avec plus de 70 pays aujourd'hui qui participent à l'ensemble des débats, à l'ensemble des discussions. On espère obtenir quelque chose d'extrêmement clair en termes de marquage sur les limites à poser et sur l'interdiction de bombarder dans les zones extrêmement. Parce que là, vous avez quelque chose à reprocher à la France sur ce point-là. La France est un acteur diplomatique clé dans ce processus. Ils sont très présents et pour ça, c'est positif. Mais effectivement, il y a aujourd'hui une volonté, en tout cas pour Handicap, de pousser le gouvernement français à être à la hauteur de ce traité. Il y a un enjeu en termes de ne pas minimiser
par des utilisations de formules, de terminologies particulières, l'impact de ces bombardements et de reconnaître qu'il y a un schéma spécifique à ce type de bombardement en zone extrêmement peuplée, du fait des conséquences de destruction sur des dizaines d'années et aussi sur la complexité à reconstruire. On est sur des situations où il y a un tel niveau de pollution par des résidus explosifs, dans des dégravats, dans des déchets, etc., que ça prendra 2 générations, dit Handicap International. Bien sûr. On a des éléments de comparaison. Si vous prenez le Laos, ça fait 45 ans qu'il y a du déminage et du nettoyage au Laos. Si vous prenez le Mozambique, pour un équivalent estimé actuellement par rapport à la Syrie, il a fallu 23 ans pour déminer. Donc on est effectivement... Et là, on est dans une complexité beaucoup plus importante en termes techniques. Merci beaucoup Lucille Papon d'avoir été avec nous, donc directrice régionale Handicap International pour la zone Moyen-Orient. Merci à vous.